Bonjour à toutes et tous, Fragment reçoit David Ao, créateur et dirigeant de la marque Dao, spécialisée dans le jean. Il évoque ses origines vietnamiennes, son enfance délicate au milieu de 8 frères et sœurs, puis son parcours d'autodidacte. Il détaille les étapes étonnantes de la construction de son entreprise, de l'ouverture de sa première boutique, jusqu'au succès de ses jeans made in France. Belle écoute! Bonjour David Ao, vous avez 37 ans, êtes né à Troyes dans une famille d'immigrés vietnamiens au milieu d'une fratrie de 8 enfants. Votre enfance est difficile mais formatrice de l'homme que vous allez devenir, on y reviendra. Aujourd'hui, vous êtes un créateur reconnu de vêtements made in France, installé sur une des plus belles places du monde. Pour commencer, pourriez-vous nous raconter ce que c'est de vivre à 10 dans une petite maison troyenne, coincée entre la ville et la cité, entre la culture vietnamienne du foyer et celle française de l'école? Alors bonjour, merci pour l'invitation. Comment c'est comment c'est de vivre à 10 Je l'avais oublié cette question. Comment c'est de vivre C'est pas à banal 10? quand même, c'est ça qui est Ouais. être à 10 dans En une fait, maison. effectivement, j'avais une maison. On avait une maison effectivement à Troyes, coincée en fait effectivement entre une cité et puis le centre-ville de Troyes. Et vivre à 10, c'était comment? Et j'en garde au début de ma vie en fait là-bas des très bons souvenirs, assez drôles. Parce que forcément, quand on a des frères et sœurs proches en termes d'âge, forcément, ça permet d'avoir certaines accroches. Je pense notamment à ma petite sœur et à mon petit frère. Mais parfois, effectivement, c'est des moments qui sont pas forcément évidents, dans le sens où il y avait que mon père qui bossait et ma mère avait un double job à temps plein. Je dis ça parce que on était 8 enfants et puis 2 adultes, et donc forcément, il fallait s'en occuper. Même si on a appris à être, entre guillemets, autonome assez rapidement. Parce que je pense que quand on a un enfant déjà, c'est quelque chose, mais alors vite, j'ose même pas imaginer, pour moi, mon cas. Mais je garde quand même dans ma tête une enfance plutôt... Une partie de mon enfance jusqu'à, on va dire, 12-13 ans, plutôt cool. Plutôt, convivial, même avec beaucoup de sourires, etc. J'en garde vraiment quelque chose de très, très positif. Ouais. Après, c'est devenu un peu compliqué. Mais ouais, dans l'ensemble, j'en regarde plutôt quelque chose de positif, moi. Compliqué pourquoi? Vous voulez en parler ou... En fait, on peut en parler, ouais, bien sûr. En fait, mon père est tombé malade. Ouais. Et là, ça a été un petit peu de but en blanc comme ça au début du podcast. On y en parle un peu plus tard, mais c'est vrai que oui, non, c'est... mon père est tombé malade, et puis c'est à ce moment-là où ma famille, elle a commencé un peu à comment je pourrais décrire ça, un peu à se décomposer peut-être. Et puis certains sont arrivés à l'âge adulte, sont partis du foyer, de la maison, donc on s'est retrouvé un peu morcelés, et on s'est retrouvé dans une certaine forme de difficulté, à la fois financière et à la fois familiale, je dirais. Et là, ça a commencé effectivement à être un peu moins fun. Ok, Voilà. d'accord. À peu près à cette même période, si je dis pas de bêtises, pour avoir des vêtements décents hérités de vos deux grands frères, vous les reprenez dès 11 ans sur la machine à coudre de votre mère. Donc d'un enfant moqué pour ses fringues trouées, vous devenez au fur et à mesure tendance et populaire grâce à vos créations que vous allez même vendre à vos camarades. Votre passion pour la couture et notamment pour le jean est née. D'où vous venaient vos inspirations à l'époque? Est-ce que vous aviez des modèles comme des célébrités ou vous avez des idées déjà très précises de ce que vous vouliez faire? En fait, ni l'un ni l'autre en vérité, parce que je tâtonnais. J'avais pas en fait en tête des grands designers qui m'ont inspiré, et j'avais pas non plus. Au début, c'était pas vraiment une passion pour moi, c'était vraiment juste un besoin, comme vous le disiez juste avant. Vous avez utilisé le mot moquer. Vous avez très bien bossé cet interview. et en fait, effectivement, en étant moqué à l'école, c'était au collège, je me rappelle en 6e. Et je me rappelle. On rentre en 6e, je crois qu'on a 11-12 ans, un truc comme ça. Ouais, oui, à ensemble, peu près, ouais. Et je me rends compte aujourd'hui, avec le recul, que c'était très tôt que de vouloir arrêter de ressentir ce truc qu'on se moque de vous, quoi. Ouais, d'accord. Mais pas ce truc drôle, mais c'est en se disant, je suis différent. Ouais, d'accord. Déjà par la couleur de peau, à l'époque c'était quand même quelque chose. Oui, c'est vrai. Voilà, et par mes vêtements, et en fait ça faisait, j'étais vraiment, si vous voulez, le clou qui ressortait de la table, quoi. Ouais. Il fallait absolument taper pour le faire entrer dans le truc. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour plus ressentir ça? Et j'avais à la base ce besoin-là de plus ressentir cette honte, cette gêne. Mhm. Et finalement, c'est comme ça que c'est arrivé, la couture. Et c'est comme ça que, en voyant je traînais tout le temps en fait avec ma mère, parce que je faisais beaucoup de couture à la maison. J'étais souvent dans ses pattes. Je faisais un peu le mécano, je faisais semblant de réparer sa machine. C'était vraiment à l'époque, je me rappelle maintenant. Et c'est vrai que j'ai appris comme ça.
Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à faire des trucs qui me plaisaient et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me plaît vraiment bien. Ok. Esthétiquement, et puis même de passer du temps sur la machine, je voyais pas le temps passer. Quand dans votre vie familiale, c'est un peu compliqué et que bah, vous pouvez vous faire emporter par tout ça. Et puis ça a été déjà, moi, une espèce de sas. Pas de décompression, mais de ça, se dire, ok, je mets une espèce des œillères dans ce qui se passait chez moi. Et ça m'a permis de me concentrer sur autre chose que ce qui se passe, par rapport à la vie que j'avais, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est drôle, ça fait un peu une revanche, c'est-à-dire que on vous moquait, puis d'un coup, bah, vous avez des fringues que personne n'a, que vous avez un savoir-faire aussi jeune que personne n'a. C'est pas mal, quoi. Ouais. Ça fait un peu double, à la Ouais. fois ça, pour l'esprit, et puis bah, d'un coup, une petite revanche. Il y a une espèce de... Comment dirais-je, une espèce de... Effectivement, en revanche, mais au-delà c'est plus quelque chose de me sentir valorisé. Ouais, d'accord, ok. Voilà, de me valoriser moi-même. Parce que quand on est 8, bah, on n'a pas forcément le mot de son père ou de sa mère en disant, bah, mon fils, je t'aime Ouais. pour ça, je suis fier de toi, etc. Ça compte quand même. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est pas des trucs que j'ai eu. Et ça m'a permis de me construire d'une certaine façon dans l'adolescence, qui est une époque extrêmement complexe, Ouais. de me sentir m'aimer un peu plus. Ouais, ok. Voilà. C'est Ouais, comme d'accord. ça qu'on pourrait le définir. je Ouais, bah, pense. c'est bien. Voilà. Oui. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais vous allez perdre vos 2 parents dans un laps de temps Ouais. très court, Ouais. et vous emménagez avec vos frères et sœurs à Nancy pour vous rapprocher de 2 d'entre elles. On imagine que cette période a dû être terrible à vivre. Vous étiez à la fois orphelin et déraciné de votre terre natale, Troyes. Quels souvenirs gardez-vous des premières semaines de votre arrivée sur Nancy, que vous ne connaissiez pas, j'imagine? Ouais, ouais. Alors Fabien, on va être honnête en 2026. C'est l'histoire de mes parents, c'est une histoire que j'ai voulu raconter comme ça. Parce que c'était pour moi quelque chose de plus simple à raconter en l'état. Ouais, d'accord. Effectivement, mon père est décédé, ça va faire là, on va bientôt fêter son anniversaire de son décès là. C'est pas très drôle, hein. Non, c'est vrai. Oui, non, mais je trouve que ça vous, à mon avis, hein, je suis pas un psychologue ni rien, mais je pense que ça vous a beaucoup construit quelque part. Ouais, Ces drames tôt dans la vie. de la bonne et de la mauvaise façon. Oui, mais bien aussi, sûr. hein. J'entends. Et en fait, ma mère, j'en parle très très peu de ma maman. Parce que, en fait, je dis souvent que ma mère est décédée, mais pour vous faire vraiment la vraie vérité en 2026, c'est que ma mère, en fait, est encore vivante aujourd'hui. D'accord. Mais pour moi, dans ma construction d'homme, quand on perd ses parents, moi, j'ai perdu mon père, j'avais à peine 17-18 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est toujours trop tôt. Ouais, Hein, ouais, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, Ouais. voilà, c'est toujours trop tôt pour moi. Et en fait, j'ai eu besoin de mettre un terme à la relation que j'avais avec ma mère. Ok. Parce que c'était une personne un peu trop toxique, Ok. je dirais. Voilà, il y a un moment donné, voilà, on devient adulte et on fait des choix. Et Ok, moi, j'ai d'accord. fait des choix de malheureusement la considérer comme décédée. Ouais, d'accord. C'est des mots qui sont extrêmement durs. Hein. Ouais, ouais, je, là, je- mais- je l'entends, hein, et c'est même moi. En le Vous disant étiez comme encore ça. un enfant presque à ce Voilà, moment-là, donc et- c'est sûr que ça et- peut et être. j'ai pris des décisions qui ont été drastiques dans ma vie. Ok. Celle-là en fait partie. Aujourd'hui, est-ce que je le vis bien, est-ce que je le vis mal? Je le vis tel que je dois le vivre. Ouais. C'est des choses qui me regardent, voilà. Bien sûr. Mais à côté de ça, voilà, ça m'a bien sûr laissé des séquelles j'en discute avec en thérapie. C'est bien, il faut toujours Voilà, faire il faut ça. toujours faire ça. Mais ouais, effectivement, ça a été alors. Pour revenir sur la question de base, quand je suis arrivé à Nancy, ça s'est fait extrêmement vite parce que on a décidé de partir du jour au lendemain. Ok. On a pris chacun, je crois, une ou deux valises et puis on est parti. Donc avec des frères et sœurs. Voilà, c'est ça. Ok. Mes frères et sœurs. En fait, j'avais mes sœurs qui étaient déjà installées à Nancy. Et une de mes sœurs nous a accueillis dans son appart et pour plein de raisons. Et du coup, ça a été effectivement du jour au lendemain, j'ai changé de vie. Et puis c'est à ce moment-là où je perds mon père, effectivement. Et qu'est-ce que je fais, quoi? Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je bosse. J'avais pas envie de faire d'études supérieures, je venais d'avoir mon bac. Oui. Et j'avais pas envie de faire d'études supérieures, je savais même pas quoi faire en vérité à ce moment-là. Et en fait, j'ai commencé à bosser pour une boîte de fringues. Oui, c'était là, effectivement. Vous travaillez pendant 6 ans comme vendeur dans 2 boutiques de jeans très célèbres sur Nancy. Ouais. Et c'est drôle parce qu'on voit que vous étiez déjà quand même en avance, parce que vous en profitez pour faire une sorte d'étude de marché sur le terrain et faire naître votre projet. Et avec votre premier salaire, vous déposez d'ailleurs la marque DAO en majuscule.
Alors, est-ce que c'est un hommage à votre père qui vous a légué à la fois son côté créatif et manuel, et puis est-ce que vous avez hésité avec d'autres noms, parce est-ce qu'il y a eu d'autres idées dans la balance? Super bien préparé cette interview. Je crois que j'ai jamais abordé ce sujet-là avec quelqu'un en interview. Mais merci pour la question. Et en fait, c'est au fur et à mesure de comment j'avance dans ma carrière professionnelle, quand je dépose DAO, et maintenant je vais bientôt approcher la quarantaine là. Et je me rends compte effectivement c'est une filiation claire avec mon père, parce que je pense quasiment tous les jours à lui. Son nom, c'est quelque chose qui m'importe forcément, et du coup c'est vrai que il m'a beaucoup manqué dans ma construction, dans mon développement personnel, etc. Est-ce qu'il y a eu d'autres noms? J'ai essayé. Franchement, j'ai essayé. D'ailleurs, de son vivant, mon père, j'ai une photo encore de moi avec mon père avec un t-shirt que j'avais fait à l'époque, un t-shirt DAO déjà. Ah, super. Voilà, j'avais 15-16 ans, et j'avais dessiné un truc, etc. Et puis j'en ai jamais parlé à mon père, etc. Bon, bref. Et c'est vrai que j'ai pas eu. Ça m'a fait bizarre au début de me dire que mon nom de famille serait un nom de marque. Aujourd'hui, après 15 ans de carrière, on va dire, ça me semble encore un peu étrange, mais pourquoi pas. Les gens le voient bien comme ça, et effectivement, je l'ai déposé tout de suite. Je viens d'avoir 18 ans, mon premier salaire, et le premier truc que je fais, c'est le dépôt de la marque à l'INPI. Et voilà. Et ça m'a à la fois semblé assez étrange, parce qu'on pourrait dire, c'est assez mégalo quand même. Il faut avoir une... Ah ouais, oui. Voilà. Oui, peut-être un peu, c'est sûr, mais... Voilà, et aujourd'hui, en fait, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sincérité, je pense que je peux dire que j'en ai fait quelque chose de mignon. Voilà. Et c'est beau, DAO, c'est vrai que puis c'est une marque courte qui claque un peu sur un jean, mais sur les étiquettes. Voilà, merci de le dire. Moi, ça reste encore mon nom de famille. Oui, mais effectivement, c'est un nom qui est court, mais tout ça, c'était pas du tout préparé ou quoi, c'était juste... instinctivement, j'ai fait beaucoup de choses avec l'instinct, c'est vrai qu'avec cette marque, et c'est seulement après j'ai compris beaucoup de choses que j'ai faites avant que maintenant en fait. D'accord, ok. Voilà. Alors, pour revenir sur votre filiation, à 24 ans, vous décidez de faire un voyage d'1 an au Vietnam, à la fois culturel, familial et économique. Ouais. Vous expérimentez le travail en usine, mais constatez surtout les ravages de cette économie. Dégoûté par la pollution, la misère et les souffrances physiques, vous souhaitez faire autrement, produire des pièces artisanales et locales. À part cet aspect négatif, qu'est-ce que vous avez retiré de ce voyage? Plein de choses, parce qu'en fait c'est vrai que quand j'ai tendance à parler du Vietnam, j'ai toujours tendance en interview à en parler de manière un peu péjorative. Et ça, je m'en excuse auprès de la diaspora vietnamienne en France et puis à l'étranger. Mais j'en retiens des choses extrêmement enrichissantes, vraiment, dans le sens où c'est un pays où je me sens... c'est bizarre à dire, mais je me sens plus moi là-bas qu'ici. D'accord. Et je me rappelle une fois y être allé avec... Vous y êtes retourné entre-temps, il n'y a pas que ce voyage-là. Il n'y a pas que ce voyage-là, je suis retourné aussi à plusieurs reprises derrière, pour des raisons personnelles, et cette fois-ci plutôt des vacances, pour le travail d'ailleurs. Et je me rappelle y être retourné avec une personne qui partageait ma vie à l'époque. Et cette personne m'a dit, c'est étrange, Davy, parce que à chaque fois, je te connais en France et je te connais maintenant, je te vois maintenant au Vietnam, et t'es pas du tout. Alors je sais pas ce qu'il y a. Ouais, d'accord. Je sais pas comment le. Vous l'avez pas analysé encore. Je sais pas en fait. La thérapie va peut-être vous aider. Non, je sais pas. Et en fait, je me rends compte que je suis pas du tout la même personne là-bas qu'ici. D'accord. Et pourquoi je n'en sais strictement. J'en ai strictement aucune idée. Mais ça m'a apporté énormément de choses, déjà sur moi. Parce que j'ai encore de la famille là-bas et j'ai pu poser des questions aux personnes qui pouvaient encore savoir. J'adore la façon... Alors, le Vietnam, c'est un pays en développement encore aujourd'hui, avec une classe moyenne qui a commencé à se développer depuis 4-5 ans pour moi. C'est un pays où on sent que ça fourmille d'énergie, vraiment. Là où en France, on est sur nos acquis. Ouais. C'est pas mieux là-bas ou pas mieux ici, c'est pas ça, mais c'est juste vraiment très différent. Ouais, une dynamique qui est sans doute différente. Voilà, exactement. C'est une dynamique qui est vraiment différente et j'adore cette énergie-là. Le fait de pouvoir sortir, le fait de pouvoir vivre comme ils vivent là-bas, c'est-à-dire manger dehors quasiment tout le temps. Enfin, on peut manger quasiment tout le temps dehors là-bas, c'est vraiment super. Découvrir des superbes endroits, etc. Et en même temps, être confronté à une certaine forme de pauvreté, parce que voilà, il en existe en France aussi, et de se dire, et ça remet en fait les choses en perspective. Et là où là-bas, les gens
ont envie, et c'est normal quand on n'a pas eu le luxe d'avoir, je dis n'importe quoi, une voiture, une moto, un scooter, ce genre de choses-là. Les gens là-bas ne roulent quasiment plus en vélo, etc. Il n'y avait que moi en vélo. En fait, quand on roule en vélo là-bas, c'est vraiment, on aura des pâquerettes, voilà, c'est, socialement, on gagne rien, quoi. Et là, moi, j'étais sur mon vélo, je ressemblais pas à grand-chose, mais j'étais heureux comme ça. En vérité, j'étais heureux comme ça. Et du coup, j'étais super bien dans un scooter, dans un Uber aussi, hein, c'est pas le problème. C'est juste qu'en fait, je me suis senti connecté avec un truc que je n'avais pas en France. Ok. Voilà. Et j'ai en retiré énormément de positifs. La gastronomie, bien évidemment. On peut parler de la gastronomie française. Bon, je pourrais vous parler pendant des heures de la gastronomie vietnamienne. Mais voilà, il y a la gastronomie. Les gens aussi, j'aime les gens là-bas. Ils sont vraiment, ils sont hyper ouverts. Là où en France, des fois, maintenant moi j'habite Paris, mais j'ai la chance à Nancy que les gens parfois me reconnaissent et me disent, et ils ont un a priori tout de suite positif. C'est comme un a priori, mais toujours un a priori positif. Et là-bas, en fait, il n'y a pas d'a priori sur moi. Et quand j'y vais, les gens me disent, ah bah salut, bah, qu'est-ce que tu fais là? Et ils me posent des questions et on me classe pas tout de suite comme une personne asiatique comme en France. Ouais, d'accord. On me considère effectivement comme un étranger parce que j'ai pas le faciès d'un Vietnamien pour eux. Et parce que j'ai pas la façon de parler, pas la façon de marcher, pas la façon de me comporter là-bas comme un vrai Vietnamien. Donc il y a quand même, mais il y a plus une curiosité positive, tandis qu'en France, on a souvent tendance, quand on ne connaît pas, à mettre cette étiquette de un asiatique parmi tant d'autres. Et ça c'est chiant. En fait, j'imagine. Bon, c'est plus reposant au Vietnam, quoi. Voilà. Alors si on déroule encore le fil de votre carrière, à votre tour installé dans votre propre studio, vous créez un jean par jour grâce à des machines achetées sur le Bon Coin, puis vous installez ensuite dans votre boutique atelier rue Saint-Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous décrire les premiers instants d'une marque, par exemple, comment choisir un modèle que vous allez devoir développer en plusieurs tailles au risque qu'il ne plaise pas? Comment on se lance dans les premiers temps de cette marque, quoi? Ça me paraît tellement loin. En fait, j'avais des inspirations de jeans parce que je viens de marque de jeans. Et on le disait tout à l'heure, je fais une étude de marché, en passant 6 ans en boutique, et je regarde ce qui fonctionne, etc. Des marques américaines, des marques néerlandaises, et je me dis je vais essayer de faire un peu ce qui fonctionne pour moi, et en fait, je commence à produire un nouveau pantalon à ma taille. Je connaissais ma taille, etc. Je m'inspire de 2-3 choses que je vois dans mon armoire. Donc d'abord des choses qui vous plaisent à vous. C'est ça un peu les premiers temps. On se dit, tiens, je vais faire un truc qui me plairait, par exemple. Tant qu'à faire. Ok. Voilà, pas vivre la qui vie plairait, qui m'irait, parce qu'un jean, ça va pas à tout le monde non plus. Et donc je commence à prendre ces cotes-là et je crée de manière totalement autodidacte, et je me rends compte aujourd'hui, la façon dont je travaille, c'est plus tout à fait. J'ai été vraiment avec un stylo et puis une règle, quoi. J'avais même pas de perroquet, j'avais pas de truc comme ça. Un perroquet, ça sert à faire des courbes en fait en couture. Et en fait, en vérité, je commence à apprendre en fait, à voir un petit peu les patrons, comment ça fonctionne. En fait, j'apprends ça surtout au Vietnam, et j'apporte ça avec moi, en France. Et dans mon studio, je recommence à faire des patrons, et du papier à patron, je rachète des trucs, machin et tout. Et en fait, la gradation, j'y connaissais rien. La gradation, en fait, c'est le fait de faire une taille et en fait de faire après les autres tailles quand on a besoin, d'une taille 38, 40, 42, 44, enfin bref. Et du coup, la gradation, je n'y connaissais. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des bouquins qui existaient à l'époque de morphologie type. Ah oui, ok, oui. Avec des mensurations. Vous avez pu gagner du temps. Exactement. C'est là où c'est important de faire des études. Voilà. Vous avez fait des études plutôt de commerce. Oui, moi mais pas du tout des études pour faire un jean, quoi. Enfin, la couture, rien du tout. Et donc, je suis vraiment allé à tâtons. Et puis, c'est en essayant sur des potes à droite, à gauche. Ah oui. Voilà. Non, mais vraiment, c'est vraiment comme ça s'est passé. Et un jour, j'ai un client qui me dit, un client qui m'a suivi d'ailleurs de mes années que j'ai passé en boutique, qui me dit, il s'appelle Florian. Et Flo me dit, pourquoi tu ouvres pas une boutique? Ça a l'air tellement naturel pour lui qu'en disant ça. Moi, ça me paraissait tellement loin. Dans ce sens où j'étais dans mon atelier, j'avais 4 machines que j'avais achetées sur le Bon Coin, en petites annonces que je suis allé chercher à Pétaouchnok. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas en fait. Ah, c'était même pas c'était même pas dans vos plans. C'était même pas un truc, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir. J'avais pas de stock. Ouais, c'est ça, oui. J'avais pas de stock, donc j'avais les gens qui voulaient me vendre du tissu, ils me disaient, et je me rends compte que j'ai eu à la fois du culot, un peu de chance quand même, faut le dire, parce qu'il faut la provoquer cette chance. Et je me rends compte que finalement,
fil en aiguille, si je puis dire, bah voilà ce qui s'est passé, quoi. Bah, vous avez appris vite, parce que la marque décolle, elle se fait connaître, vous vous associez, vous embauchez une première couturière, puis d'autres. Ouais. Vous êtes maintenant 10, alors vous me direz si les chiffres sont encore bons, Ouais, hein, ouais. et produisez à peu près 25 jeans par jour dans votre atelier beaucoup plus spacieux. Ouais. On est, c'est Ouais, sur c'est ce- ça, ouais. c'est ça. Alors la vie de votre entreprise est très mouvementée et jalonnée d'étapes importantes, on y reviendra. Une d'entre elles intervient en mars 2018, puisque après 2 ans de développement, vous lancez votre premier jean 100% cultivé et fabriqué en France avec du lin normand. Est-ce que vous nous pourriez, par exemple, comme prendre cet exemple-là, comment parler de ce processus de la création et de la fabrication? Comment, sur ce coup-là, mais de manière générale, je pense que c'est pareil pour tous les jeans, on décide de se lancer sur un nouveau truc, faut trouver les fournisseurs, il faut se lancer, il faut tester. Ouais. Il y a une. En fait, en 2018, on sort le premier jean en lin qui s'appelle Denim Lin chez nous, avec effectivement du lin qui est cultivé dans le nord-ouest de la France, parce que en fait, la France est le premier producteur de lin au monde. Et en 2016, j'ai rien sur le compte de la boîte, pas grand-chose en tout cas. On était 1,5. Moi, plus une personne même pas temps plein d'ailleurs. À l'époque, Chantal était même pas à temps plein, c'était la première couturière. Et je me dis, il y a à un moment donné, c'était en 2016, effectivement, il y a une grève. Je me rappellerai comme c'était hier, il y a une grève. Et j'étais chez moi, et en fait, et il y avait une grève qui touchait, en fait, c'était les aiguilleurs du ciel, un truc comme ça. Ouais. Et je vois, et vraiment, hein, c'est vraiment passé comme ça, je vois à BFM TV, vraiment, un dépôt DHL où était mon tissu. D'accord. C'était là où je venais de recevoir un mail de DHL qui me D'accord. disait bah, votre tissu il est bloqué parce qu'en fait il y a des grévistes qui ont bloqué le site. D'accord, ok. Et je le vois à la télé, le truc, vraiment. C'est dingue. Et c'est à ce moment-là où je me dis mais en fait c'est des tissus selvedge qui viennent du Japon. Et je devais livrer des clients, etc. Je me dis, bah, je sais pas quoi faire. Et en fait, je me rends compte à ce moment-là que je suis extrêmement. Je ne suis personne ni rien en termes de volume de vente en France. Et je me dis à ce moment-là, pourquoi ne pas développer un jean avec de la fibre qui pousse, je sais pas où, mais Ouais. plus proche. Ouais, d'accord. Et à ce moment-là, je n'y connaissais rien sur le lin. Et je commence à taper donc sur Google. Je me dis, la France est un grand pays agricole. Oui. et du coup, je commence à taper ça. Parce que les jeans en blé, vous avez fait en Non, blé, orge. Non, mais en fait, qu'est-ce qu'on cultive en France? Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on cultive en France? Et là, j'ai remarqué effectivement le lin, ça répondait à toutes mes. Ouais. Voilà. Donc en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bah, qui peut me faire ce jean en fait? Parce que moi, je sais pas, je sais faire je sais faire un jean, c'est-à-dire prendre le tissu et le transformer en jean, Oui, mais je sais pas faire du tissu moi. oui. Et je n'y connais absolument rien. Vraiment, rien. Je tâtonne de partout. Et là, je vais dans les Vosges et il y a un mec qui me répond, un mec aussi dingue que moi, Denis Heinrich, il s'appelle. Et Denis Heinrich me dit, votre histoire, elle me semble tenir la route. Et à ce moment-là, j'ai pas un sou dans la poche, quoi. Rien. Et il me dit, bah, votre truc, je vais le faire. Et du coup, je me dis, bah, j'ai une idée, j'ai potentiellement un marché derrière. Et je me suis dit, bah, faut que je me fasse financer. Et à ce moment-là, je vais essayer d'aller voir à BPI, voir s'il n'y a pas comment on appelle ça, des subventions pour de la création, ce genre de choses-là, etc. Et c'est comme ça, en fait, que je commence à financer la chose. C'était des financements, c'était quoi? 8 000 euros, 7 000 euros, rien, quoi. Aujourd'hui, quand je fais un développement, c'est même pas ce prix-là. Enfin, ça n'a rien à voir. Et finalement, donc je prends le prototype qui m'envoie, pas lavé, pas testé, enfin quasiment pas testé, etc. Dans une matière donc on connaît pas. En fait, avant ça, je sais pas pourquoi, mais moi aujourd'hui, c'est la presse qui en a parlé et qui m'a dit, bah vous êtes le premier à faire ça. Je dis ah bon. Ah oui, d'accord. Vous cherchez pas forcément à être novateur, vous cherchez juste à vous simplifier un peu la vie. À être logique en fait. Ouais. Parce que je me dis, mon père me disait souvent, pourquoi prendre ce qu'il y a dans le voisin du jardin quand on peut faire pousser dans son propre jardin, son propre jardin. C'est logique en vérité. Pour chercher des tomates en Espagne, contre nos amis espagnols, mais alors qu'on peut en faire pousser chez nous. Bien sûr, ouais. Voilà. Et c'est une logique, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un luxe de faire ça dans mon secteur d'activité. Et Denis me dit, bah tiens, tenez, je vous ai fait des tirelles, donc des tombées de métier, etc. Et je prends ça et je fais des jeans. Et avec Romain, en fait, on fait un financement aussi avec France Initiative, à cette époque-là, France Initiative BPI. Et donc, Romain, en fait, qui est devenu mon bras droit aujourd'hui, me dit, je lui dis, bah, si on fait ça, viens, saute dans l'entreprise avec moi et on y va, quoi. Et je ne sais. Et en fait, on fait un shooting, on y croit sans vraiment y croire, etc. Voilà. Et sur Ulule, ça explose. Ah oui, c'est Ulule qui vous a propulsé. On lance une campagne de financement participatif et ça explose.
Et du coup, je fais 80 apparitions presse, je me retrouve sur M6, TF1, France 2, France 3, France 5. J'ai fait TV5 Monde, j'ai fait BFM, j'ai tout fait. La boucle est bouclée avec BFM, Ouais, c'est bien. tout, voilà, j'ai vraiment tout fait. Et là, ouais, effectivement, on prend une autre dimension, quoi. Ok, donc le lin vous a un petit peu pas sauvé. Vous imaginiez peut-être mettre la clé sous la porte en 2016 quand c'était un peu compliqué? Non, c'était juste. Non, c'est juste que. C'est le coup de pouce qui vous a. Je vivotais, quoi. Ouais, d'accord. J'existais, mais je vivotais, quoi. Alors dans les coups de théâtre de votre boîte, il y a évidemment le Covid, puisque la nuit qui précède le premier confinement, vous réorientez votre usine pour produire des masques. Du 2 mai au 10 juillet, 95 personnes se sont relayées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour produire 850 000 masques. Quel souvenir gardez-vous de cette période particulière? 12 kilos. J'ai perdu 12 kilos. Ah, vous avez perdu? J'ai perdu 12 kilos. Ah, parce que je pense que beaucoup de gens les ont pris. Non, je les ai perdus, moi. D'accord, Non, ok. j'ai perdu. En fait, Vous avez bossé presque plus que... Ah, mais j'ai bossé, je me rappelle le jour où on a ouvert l'usine, c'était le 2 mai. Oui, c'était ça. Ouais, le 2 mai, ouais, c'est ça, absolument. Ouais. Le 2 mai, je me rappelle avoir dormi, pas dormi pendant 36 heures Ah oui, ok. pour ouvrir ça. Et pour Mais quelqu'un vous l'a demandé ou enfin la ville, le en département fait, parce que... on a commencé en fait à faire des masques lors du premier confinement. Ok. On était sur Ouais. le premier confinement en mars. Et en fait, moi, je suivais l'épidémie en direct en Asie, parce que comme j'ai de la famille encore en Asie, notamment au Ah Vietnam, oui. et il me disait non, c'est pas qu'une simple grippe, on est en train de... Ouais. Tout le monde... Et en fait, je disais à Romain, début janvier, je dis à Romain, je suis pas sûr qu'on continue à faire des masques, enfin, qu'on continue à faire des jeans, quoi. Ouais. Et je sais même pas à qui on va les vendre, si Mm. demain il y a des confinements comme il se Oui. passe en Chine, quoi. À l'époque, Ouais, ouais. voilà, ils confinent en Chine déjà. Et en fait, il me dit non, mais ça va pas arriver comme ça et tout. Je dis, ça commence quand même. On se fait donc confiner, et là j'appelle Romain, je dis mais on va pas continuer à aller bosser pour vendre des jeans, on va les vendre à qui? Il y a personne. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et à ce moment-là, à l'époque, il y avait sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas de masque, pas de Ouais. blouse, pas de gants, rien en fait. Et on savait même pas ce qui nous arrivait Oui, c'est vrai, dessus, bien sûr, en fait, ouais. à l'époque. Et je dis à Romain, bah viens, on va essayer de faire des masques. On sait fabriquer des produits, viens, on fait des masques. Ouais. Et donc, en fait, par rapport à ces premiers masques, on est passé dans l'Est républicain la semaine, etc., à Nancy. Et en fait, à ce moment-là, je reçois début avril, mi-avril, un coup de fil du cabinet de la présidente du département de Meurthe-et-Moselle, qui me dit, écoute, Davy, voilà, Mathieu Klein, qui était président du département à l'époque, aimerait fabriquer des masques pour les Meurthe-et-Mosellans. Est-ce que tu serais capable d'en faire? Et là, je dis à la personne que j'avais au bout du fil, je dis, bah, oui, je sais en faire, mais ça dépend combien. Et il me dit, il faudra en faire un minima 100 000. Je dis, 100 000, là, non. Et on en a fait, là, en tout et pour tout, en une semaine, 200. Ouais. Comment je veux que je fasse 100 000? Et il me dit, bah, écoute, réfléchis et reviens vers moi. Et là, je pose mon téléphone et là, je me dis un truc. Et c'est un truc que j'ai toujours dit à Romain. Je dis, écoute, tu sais, à un moment donné, il y a peut-être un jour dans notre vie où on sera confronté à quelque chose de grand. Et c'est à ce moment-là, tout ce qu'on défend aujourd'hui, la fabrication française, Ouais. le local, l'écologie, la réactivité, le faire correctement chez nous, etc., ça va prendre sens et ça va mettre tout ça en perspective, quoi. Et je dis à Romain, il me dit Davy, si on n'y arrive pas, on va plier la boîte. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un risque. Et à l'époque, ça faisait 5 ans, 6 ans que je bossais sur le... non, plus que ça, 2020, ça faisait 8 ans que je bossais dessus. Il me disait au téléphone, est-ce que tu as envie de plier quasiment 10 ans de ta vie? Comme ça, sur un coup, parce que tu maîtrises rien, là. Il me dit, Romain, je crois que c'est le moment de rentrer des artisans à des gens un peu industriels, etc. Ouais. Et je pense que si effectivement on pense comme on pense aujourd'hui, on n'arrivera jamais à faire 100 000 pièces. Je rappelle la personne du département, je lui dis, écoutez, on y va. Par contre, moi j'ai besoin de ça. J'ai fait une liste de courses. Ouais, c'est ça, oui. J'ai fait une liste de courses. Il me faut un local, il me faut du personnel, il me faut ça, ça, ça. Et j'ai commencé à créer en fait les lignes de production dans ma tête. Mais c'était théorique, c'était que chez moi. J'avais Oui. même pas les bécanes, j'avais rien. Ouais. Et du coup, il me dit, et du coup, je me rappelle, le surlendemain, on visite un local donc, qui était aux brasseries du côté de Maxéville, donc à côté de Nancy. Et là, j'avais en face de moi, j'avais en 2020, je sais plus, j'avais à peine 30 ans à l'époque. Hein. Et j'avais en face de moi des gens du département, des gens de la ville de Maxéville, des gens de Nancy, des gens de la sécurité, bref, j'avais une vingtaine de personnes en face de moi et ils étaient tous à m'écouter de manière religieuse. C'était un truc, à ce moment-là, je savais même pas ce que je faisais. Ouais.
Je savais même pas ce que je faisais. Vraiment. Je vais acheter ce type de machine-là, etc., etc. C'est un contrat à temps. Et c'était un contrat à plus de 2 millions d'euros. Ok. Et en fait, il faut savoir qu'on était entre les deux tours. Parce Oui. que Mathieu Klein s'était présenté Oui, c'est vrai. à la mairie de Nancy. Oui, c'est vrai, les municipales tombaient là. Ouais. Et en fait, les masques étaient quelque chose qui allait rentrer. Parce que le premier tour est passé, mais pas le deuxième tour. Ah oui, ok, oui. Allait rentrer dans la machine politique. Ouais, ouais. Et donc, en fait, à un moment donné, ils nous disent c'est 150 000, c'est 300 000, c'est 450 000, c'est 500 000, c'est 600 000, c'est 850 000. Et à la fin, on a sorti 850 000. La première fournée qu'on a fait, les premières 24 heures, on a sorti exactement 500 jeans en une journée de 24 heures. Et en fait, c'était... Tout le monde m'a regardé, Davy, comment on va Jean faire. ou masque? Masque. Masque, ouais, ok. Masque, Ouais. j'ai dit jean, mais masque, Oui. ouais, masque. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, je suis mort, je sais même pas comment je vais faire. Bah, c'était déjà pas mal, 500, non? Ça Non, suffisait non. pas? Mais 500 par rapport à même 100 ou 250 000 en une journée, Ah oui, oui. Ah oui, c'est ça. c'était Oui. impossible. Oui, oui, ok. À ce moment-là, c'était pas possible. Et en fait, moi, j'avais calculé un pic autour de 18 000 masques toutes les 24 heures. Ah oui, d'accord, oui, vous étiez loin du compte. Voilà. Ouais, ok. Et en fait, finalement, en travaillant, on a atteint ce pic-là. Et à la fin, on en a fait 850 000, on a fait même plus, un peu plus. On Ouais. a fait pas loin d'1 million. Et c'est une histoire parmi... aujourd'hui, je la raconte comme si c'était un truc de dingue, mais moi, j'ai des amis qui ont des ateliers en France qui ont fait 20 millions de masques. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà, ouais, c'est extraordinaire. Oui. De là où je pars, oui, ça c'est clairement. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez normal. Mais voilà, j'en garde. Et juste, parce que là c'est toute l'anecdote qui précède, et juste par rapport à ça, et en fait, il faut savoir qu'il y a eu quand même 40% de personnes qui ont travaillé dans cette usine de masse sur les 95 personnes qu'il y a eu, qui étaient issues d'insertion. Ouais, d'accord. Personnes qui étaient éloignées du milieu de travail depuis plus de 10-15 ans, voire. Et j'ai eu des rencontres humaines, je pense notamment à Philippe, je pense notamment à des Chorik, je pense notamment à toutes ces personnes-là qui ont travaillé avec moi durant ces masques, à qui je connaissais leur prénom, je saluais tous les jours, que j'ai adoré bosser avec, qui ont remis ma vie, moi perso, en perspective. Mhm. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien aussi. Du coup, vous avez profité de garder ce local ou certaines machines ou certains personnels après? Ouais, tout à fait. Ouais, ça vous a aussi, Ouais. quelque part, ça a été aussi une sorte de tremplin un peu involontaire, Exactement, j'imagine, ouais, cette période. exactement. J'aurais pu le faire autrement, je l'aurais fait nettement autrement, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout de l'avoir fait comme ça. J'ai fait des erreurs après, mais bon, voilà, c'est comme ça, tous les entrepreneurs, ça arrive. Mais on se relève, donc ouais, ça a été extrêmement intense dans tous les sens du terme, et extrêmement, comment dirais-je, formateur. Alors, comme autre événement particulier et formateur, j'imagine aussi, en 2024, vous emménagez Place Stanislas et en 2025, en avril, vous ouvrez une boutique à Paris, rue de Rennes. Et en novembre dernier, alors là, vous me direz si ça a attiré ses fruits, mais je pense que oui, parce que vous participez au salon du Made in France à Paris. C'est pas la première fois que vous y participez, mais là, vous êtes suivi par une équipe de 66 minutes de M6 qui entraîne un boom de commandes. Ouais. Vous avez dit 2 mois de chiffre d'affaires uniquement sur Internet et en une soirée. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce reportage déjà? Alors en fait, il faut savoir que pour se retrouver dans des reportages sur M6, il faut avoir un petit peu de réseau. Ouais, j'imagine, oui. Moi, j'ai la chance de connaître des personnes adorables, véritablement, qui, même si je suis pas forcément... en fait, ça passe souvent par des agences presse. Oui. Voilà, et moi, je suis pas forcément... Aujourd'hui, j'ai pas d'agence presse qui me représente. Et par contre, je connais des personnes dans ces agences presse que je croise, notamment sur le salon du Made in France, souvent. Et donc, une de ces personnes-là, Lorraine, que j'embrasse, que j'adore. Merci Lorraine. Elle est bien nommée en plus, Voilà, qui plus est. Lorraine, exactement. Lorraine m'a dit, écoute, Davy, je sais pas si ça peut t'intéresser, mais il y a M6 qui cherche pour un sujet autour du Made in France une marque de jeans dont on n'a pas encore parlé. Et j'ai pensé à toi parce que voilà, genre ce que tu fais, etc. Bon, bref, voilà. Et Elle porte vos jeans, j'espère. voilà, et oui. Et du coup, elle m'a dit, est-ce que ça te dit ou pas? Je lui ai dit, écoute, oui. Et en fait, on passe des espèces de casting au téléphone. Et ça a duré. Alors en fait, le tournage a commencé fin octobre et on a commencé à discuter avec M6, la prod de M6, mi-septembre 2025. Donc il y a eu pas mal d'échanges. Oui. Voilà. Et ils ont casté beaucoup de marques. Hein. Ah, c'est fou, je pensais Ah, vraiment voilà. qu'ils vous appelaient. Ah, Oui, non, c'est Ah, non, presque, vous devez monter Ah, patte blanche, ouais, convaincre c'est et tout. ça. En fait, au-delà à la télé, au-delà du fait de raconter une histoire, ils veulent pouvoir avoir un récit Ok, d'accord. Oui, oui. à poser sur la table. Et donc on a, entre guillemets, construit un récit avec eux, qui est proche de la vérité, mais pas que. Ok. Voilà, je peux pas tout dire. Bon, ça fait partie du jeu ça fait partie des du jeu, médias, il n'y a voilà. pas vraiment de doute Voilà. là-dessus, c'est bien.
Et donc voilà comment on est passé dessus. Et en fait, j'ai adoré passer ce moment-là avec eux. On avait fait, en fait, ils prennent aussi des gens qui sont plutôt à l'aise caméra. Moi, j'ai cette chance-là de pouvoir parler assez. Voilà, j'ai eu un peu d'habitude. Et du coup, voilà, ça s'est super bien passé. Moi, aujourd'hui, je l'ai toujours pas vu ce reportage. C'est vrai? Non, j'ai toujours pas vu. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu en direct, au hasard, complètement. Voilà, et je l'ai pas vu encore parce que je me regarde pas. Donc, Ouais, mais il est très bien. Pas, je m'écoute pas. En plus, il est bien. C'est vrai que c'est bien. On apprend plein de choses et tout. Et donc c'est vrai que ça a été un boom. Alors, on sait que la télé, c'est toujours un gros boom. Et voilà, je remercie toutes les personnes qui ont commandé naturellement parce que c'était vraiment la folie. Mais voilà, ça a été aussi extrêmement formateur pour les équipes qui ont envoyé les colis. Parce que elles ont toutes été envoyées de Nancy, quand même. Je tiens à leur dire chapeau, les personnes dans la boutique, Laura, Lilan et puis Mathieu. Et c'est vrai que derrière, ça a été... là, on est encore dessus. Ouais, vous tirez encore les marrons de ce feu-là. Bien Ok, sûr. super. Alors, puisqu'on est un peu dans les médias, dans l'univers des médias, pour être un peu plus personnel, est-ce qu'il y a un film ou une série qui raconte bien votre métier? Alors, soit de créateur, soit de couturier, ou d'homme d'affaires aussi, pourquoi pas, ou dans lequel vous auriez pu vous reconnaître? Il y a une série qui malheureusement n'a eu que 2 saisons, que j'adore. C'est produit par HBO, et ça s'appelle How to Make It in America. Ok. Et ça raconte l'histoire de 2 entrepreneurs un peu ratés. De 2 New-Yorkais un peu pas ratés dans le sens ils sont stylés, mais ils sont un peu ratés dans le sens où ils n'ont pas réussi leur vie entrepreneuriale. Okay. Ils sont entre les planches de skateboard et la photo, et à un moment donné ils se disent on va créer une marque de jeans et ça va s'appeler Crisp. Et donc en fait c'est en fait à cette époque où j'ai découvert cette série, je venais de me séparer en plus, et c'est exactement la vie que j'avais à l'époque, sauf que moi j'étais à Nancy, lui était à New York, c'était un peu plus stylé. Et à l'intérieur, il y a des guests de dingue, parce que c'est des vrais guests de la mode, et parce que c'est produit par HBO, ils sont très ils sont très proches du vrai en fait. Et dommage qu'il n'y ait que 2 saisons, parce que à l'intérieur il y a Kid Cudi qui joue un personnage, il y a un moment des passages avec Pharrell, et non vraiment c'est une super série que moi j'adore. Il n'y a eu que 2 saisons malheureusement. J'ai le complet chez moi que je vais remettre assez souvent. Et non, vraiment j'ai adoré ces séries. Ouais. Mais c'est inspiré d'une histoire vraie ou c'est complètement inventé tout... Non, c'est totalement inspiré. Ah oui, okay, c'est totalement totalement inspiré. Je pense pas que ce soit une histoire vraie. Non, je crois pas. D'accord, ils ont créé la marque comme ça. Ils ont créé le storytelling. En fait, le but de HBO à la fin, je crois, c'était de lancer Crisp via la série, dans le réel. Ah, ils sont quand même. Voilà. Ah, ok, d'accord. J'ai trouvé ça dingue en termes de market et de mise sur le marché, et c'est dommage, mais parce que franchement ils avaient des bons guests, ils avaient pour moi les bons acteurs à l'intérieur et tout, l'univers, l'atmosphère elle est top, franchement vraiment super, et non vraiment voilà, il y a eu que des saisons mais c'est comme ça, voilà, ça arrive. Ok, bah j'avais jamais entendu parler de cette série. Merci pour la recommandation. In America, c'est ça? How to Make It in America. Okay. Comment on le fait aux États-Unis, quoi. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un des moments les plus heureux de votre vie? Perso ou pro d'ailleurs, mais d'ailleurs il y a traversé beaucoup de moments, donc il y a peut-être... Je retiens 3 moments dans ma vie où j'étais vraiment moi le plus heureux. Le premier, c'est un moment où j'étais au Vietnam, j'étais sur mon vélo habillé comme du n'importe quoi, et j'étais très heureux comme ça. Le deuxième, ça je vais être vraiment très... c'est la naissance de mon fils. Ouais. La naissance de mon fils, carrément, ça j'étais... Voilà. Enfin, la grossesse. Et puis la naissance de mon fils, c'était un moment pour moi avec la mère de mon fils, c'était vraiment un truc de dingue. Et le jour où j'ai demandé la mère de mon fils en mariage. D'accord. Voilà. Et voilà. Très bien. Bah, vous avez fait 3, mais ok. Voilà. Oui, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure avant de commencer le podcast. La parentalité pour vous est une chose presque au-delà de tout, la chose la plus importante pour vous, quoi. C'est-à-dire que vous placez ça au-delà de tout, quoi. Ouais, ma famille, c'est hyper important aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est un peu différent, mais mon enfant aujourd'hui c'est quelqu'un qui a une place primordiale dans ma vie, une place centrale. Parce que je suis un papa je suis un enfant déjà qui n'a pas eu ce qu'a eu mon fils, et ça pour moi c'était quelque chose d'important de lui porter, en termes de temps, enfin quand on a 8 enfants, quand mon père a 8 enfants, je ne jette pas la pierre, c'est juste qu'à un moment donné c'est impossible, c'est pas le même voilà, et derrière ça en fait voilà, c'est oui, mon fils il a une place extrêmement importante dans ma vie. Et au-delà, en fait j'ai construit, comme je disais tout à l'heure, j'ai construit ma vie professionnelle pour avoir un enfant plus tard.
C'est bien. Donc, vous l'avez réussi. Voilà. Vous en diriez plusieurs? J'en veux bien un deuxième. Bon. Mais bon, voilà, c'est... Voilà. Les candidatures seront adressées tout à l'heure dans la description de l'épisode. Est-ce que vous avez un endroit préféré à Nancy? Alors ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Ah, j'imagine. J'y réponds de la manière suivante. J'ai pas de lieu préféré à Nancy. En fait, c'est pas le lieu qui compte pour moi, c'est la personne avec qui je partage le moment. Ah bah c'est bien, c'est une belle réponse. Voilà, et je pense que ça, c'est hyper important dans le sens où moi, je peux être dans un troquet, dans un boui-boui ou dans un super truc. Si la personne en face de moi ou si les personnes en face de moi sont cool, bah là je passe un super bon moment. C'est pas le lieu qui fait le moment, je pense que c'est les gens, l'interaction qu'on va avoir avec les gens. Ok. Moi j'adore les gens, j'aime les gens, j'adore faire vendre mon produit, en parler, etc. Alors que sur ma vie perso j'ai du mal beaucoup à me vendre perso, Ouais. mais pour mon produit là ça va. Alors est-ce qu'il y a un autre endroit préféré ailleurs dans le monde? Qui peut être n'importe où, ça peut être à 20 km d'ici Ouais, ou oui, à 200 000. Il y a un endroit que moi j'aime beaucoup, alors je ne suis pas croyant du tout. Je suis plutôt athée, mais il y a un endroit que j'aime beaucoup quand je vais au Vietnam, naturellement. Je parle que du Vietnam. Et en fait, quand je vais au Vietnam, je vais me recueillir souvent dans la pagode où est mon papa. Ouais. Ah, il est enterré là-bas? Il est, en fait, il s'est fait incinérer. Ouais. Et il est dans une urne, du coup. Ah oui, mais d'accord. Et on l'a remis, okay. en fait, auprès de mon grand-père et ma grand-mère. C'est proche, ouais. Voilà, Okay. et de ses proches. Et du coup, je passe souvent dans la pagode où il est. Et je prends son urne, je la nettoie et je la pose à côté de moi et on passe 1 heure à discuter avec papa. Ok, ah, c'est magnifique, d'accord. Bah, ouais, non, je pense que c'est la réponse la plus émouvante qu'on m'ait fait depuis le début. Merci. Si vous pouviez avoir tout de suite sans effort une compétence particulière, laquelle choisiriez-vous? Vous pouvez pas me dire être le meilleur couturier du monde. Hein, faut quand même... Non, une compétence. J'aimerais. Alors, il y a un truc que j'aimerais bien avoir beaucoup, c'est de la. Comment on appelle ça? De la répartie. Plus de répartie. Ah, ok. Plus de répartie. Ouais, des fois, je suis un peu coupé par le dernier manque de répartie que j'ai eu, c'était ce dimanche là. J'étais dans un parc pour enfants et j'étais avec mon fils et il y a un gamin qui est là et qui crie maman. Il était sur un tourniquet, il était pas bien. Le gamin, il faisait froid. Enfin bref. Et je lui dis mais elle est où ta maman? Il me dit elle est là-bas et tout. Je vais voir la maman. Je lui dis bah en fait il y a votre enfant qui vous appelle là-bas. Et la maman me dit ça. Me dit ah ben il a qu'à venir. Vous lui dites qu'il a qu'à venir me voir. D'accord. Et je l'ai regardé. J'étais un peu ouais, ok. Ouais, il y aurait eu mille choses à lui répondre, Ouais, mais ça vous est pas venu quoi. Ouais. Je dis bah vous savez, bah rien, salut. Et Ouais. voilà, en fait, je manquais de répartie à ce moment-là et comme souvent en fait finalement. Et voilà, ouais, plus voilà, avoir plus de répartie. Ouais, c'est une belle réponse. Voilà, ouais. Ok. Pourtant, vous êtes assez bavard, assez affable, mais oui, bon, comme beaucoup de gens, on a toujours du mal à trouver la bonne réponse au bon moment. Dans mon secteur d'activité, en fait, quand quand les choses sont sur des bordées, sur des rails, je sais que je parle de moi et de mon métier, donc c'est plutôt facile. Mais après, dès que ça sort un peu de ce contexte-là, je suis un peu moins. Voilà. Est-ce que vous auriez une routine, habitude, manie ou moment qui fait du bien à votre corps? J'essaie d'être dans les routines, mais c'est un peu difficile pour moi. La routine du coucher avec mon fils. Ah, bien, ok. Voilà, la routine du coucher avec mon fils, ça me fait du bien parce qu'à ce moment-là, on peut se parler avec lui. J'ai des bonnes conversations avec lui entre comment dirais-je, la grue de Lulu et Je connais ça. Voilà, ouais. Non, on a des conversations hyper intéressantes et tout. Et en fait, c'est surtout ce qu'on se dit pas avec lui. Ouais, d'accord. Ok. Alors, si c'est pas la même, est-ce qu'il y en a une autre qui fait du bien à votre esprit? Ça peut être celle-là d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a presque un côté apaisant quand vous couchez votre enfant. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre truc qui... Là, j'y pense pas, mais... Vous lisez beaucoup? Peut-être que ça peut être aussi... Je lis, mais en fait, j'aime surtout, je crois, me retrouver dehors. Souvent, avec un pote, à Paris, il me dit, on se retrouve à un tel endroit, et en fait, on se pose nulle part et on marche. Ok. Et on discute, en marchant. On fait 5-6 bornes, ça dure, voilà, le temps que... être à Paris, franchement, c'est quand même hyper cool pour visiter. Et puis, oui. Voilà, il y a des trucs toujours à voir, quoi. Et en fait, ouais, moi j'aime bien marcher, ça fait du bien pour réfléchir. Quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a une de ces habitudes ou de manies dont vous aimeriez vous défaire? J'aimerais être plus calme. Plus calme. Vous emportez vite? Non, je m'emporte pas vite, mais je me rends compte quand on a un enfant qu'ils ont un effet extrêmement miroir sur ce qui nous manque. Et des fois pour rien. Et en fait, des fois, je manque de patience avec mon fils, de moins en moins.
Franchement, j'ai beaucoup travaillé dessus et c'est en ça que je peux vraiment remercier mon fils. Parce que je suis pas le même gars que depuis que je le connais. Et du coup, vraiment, ouais, j'aimerais avoir beaucoup plus d'expérience et être aussi vraiment plus doux. Ok. Ouais. D'accord. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a une personne rêvée vivante avec laquelle vous aimeriez boire un verre? Vous pouvez aller n'importe qui, n'importe où. Vivante? Ouais. Oh. Une meuf que vous apprécieriez, que vous aimeriez rencontrer, que vous admiriez. Oh, je vais dire ça, mais je devrais peut-être pas dire ça, j'en sais rien. Mais je vais le dire quand même, c'est pas grave. Non, en fait, je suis séparé. Et j'aimerais beaucoup avoir une conversation. Mais c'est très utopique. Avec la mère de mon fils. Ok. Voilà, une conversation, vraiment, on boit un verre. Au calme, voilà, Comment remettre ça les va? choses. Ok, Juste d'accord. ça, en fait. Ok. Et qu'on puisse se parler assez ouvertement des choses, de la vie, comment ça va, Ok. etc. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une relation plutôt sommaire avec elle. Moi, voilà, j'ai rien contre elle, au contraire. Mais voilà, je trouve ça dommage, mais bon, après, Ok. je fais que. Ah bah c'est une belle réponse, oui. On n'est pas obligé d'aller très loin des fois pour. Non, ouais, en fait, pour trouver la et réponse. du coup, vraiment, ouais, j'aimerais avoir même pas forcément pour parler du passé, mais juste comment ça va. en Ouais, fait. ouais, ok. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite avec notre fils, voilà, c'est tout. Bah, peut-être que la question suivante et la dernière est presque un peu la même. Est-ce qu'il y a une chose à accomplir qui vous comblerait, apaiserait? Ça peut être un point de vue pro ou perso, hein, mais. Ouais, il y a un truc que j'aimerais bien faire. Je suis en train de le prévoir là. Ça sera un bout pour moi et un bout avec mon fils, je pense. Il y a une voie ferroviaire qui existe, la plus longue voie ferroviaire du monde qui existe du Portugal au Vietnam. Ok. Elle existe cette voie ferroviaire là. En fait, c'est plusieurs trains. Ouais. Voilà. Donc on part du sud du Portugal. On remonte par le nord de l'Espagne, le sud de la France, le nord de l'Italie. Ensuite, on passe dans les pays d'Europe de l'Est, les pays Balkans. Il y a aussi un train avec la Russie, mais c'est un peu chaud en ce moment. Ouais. Et puis après, en fait, on va jusque le sud de la Chine et après, on redescend en fait vers Vietnam. En fait, j'aimerais bien faire ça. Ouais. Et combien de temps ça prend? Alors, si on fait pas de stop, je crois que ça dure quelque chose comme une centaine de jours, il me semble. Ah ouais. Un peu moins, 37 jours, je crois. Oui, mais si on bon. prend tous les trains. Oui. Oui, mais personne ne fait ça, quoi. C'est Oui. impossible. C'est impossible. Oui, mais- donc ça prend au moins 100 jours, donc on va dire 3 bons mois minimum. Ouais, 3 mois minimum, mais moi j'ai envie de m'arrêter. Oui, bah voilà. Moi j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de voir du pays, j'ai envie de rencontrer des gens, enfin voilà, et en fait j'aimerais bien faire ça. Moi j'adore le train. Alors je déteste le train maintenant en ce moment parce que du coup je prends très souvent le train pour venir entre Paris et Nancy. Je n'en peux plus du TGV. Je n'en peux plus parce que je vois rien en fait. Ouais. Et je suis toujours en train de bosser et là j'aimerais beaucoup en fait pouvoir observer les paysages, voir ce Ok. qui se passe autour de nous, entendre d'autres langues, peut-être essayer de converser avec d'autres personnes et puis que mon fils puisse venir avec moi sur des vacances, etc. Et puis faire des tronçons comme ça Ok. pour pouvoir se dire bah voilà j'ai fait ce truc là dans ma vie parce que en fait je me rends compte que j'ai fait que des trucs professionnels et qui je suis moi en fait finalement en tant que personne ok j'ai vu Vietnam c'est super mais il y a d'autres pays il y a d'autres gens à voir et j'ai envie de voir ça parce que je suis pas vieux encore enfin pas trop encore. Non, c'est pas vieux du tout. Voilà, et donc c'est pour ça que j'aimerais bien voir un peu comment ça se passe ailleurs et cette façon de voyager me plaît bien. Super. Donc vous partiriez avec votre fils tous les deux. Ouais, on fera des tronçons ensemble, je pense. Parce Ouais. que bon, après, il va avoir les études derrière. Bien pour sûr, lui et ouais. tout. Mais voilà, dire, mon fils, là, on va partir de là et on va arriver là et puis après, on va rentrer en France. Et de se dire, voilà, on va faire ça en train. Et on va dormir dans pluires villes, etc. Ok. Et puis, je sais pas comment je vais prévoir ça, mais j'y réfléchis depuis un moment. D'accord. Bah, c'est un super projet. Voilà, merci. Merci beaucoup, David, d'être venu, de vos réponses. Merci pour l'invitation, Fabien. C'était un plaisir pour moi d'être là. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous à Fragment pour suivre les prochains et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me proposer des questions pour de futurs invités. À bientôt!